Hey, salut tout le monde, petite vidéo particulière, un peu différente d'habitude, où je vais un peu parler de mon récent downswing et en fait des répercussions que ça a eu sur mon niveau de jeu. Alors déjà, ça a été très difficile de se rendre compte euh, de comment mon jeu avait dévié à cause du downswing, parce qu'en fait, quand t'as la tête dans le guidon, t'as pas le recul suffisant pour te rendre compte que t'es devenu plus sticky ou au contraire tu folles plus ou voilà, que ton jeu est changé. Donc je m'en suis rendu compte après avoir fait une petite pause. Euh, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est. Alors, au début, c'est pas vraiment un problème, c'est juste qu'en fait, évidemment, j'avais envie de gagner, de regagner un petit peu tout ce que j'avais perdu. Bon, ça, c'est un problème. Maintenant, j'avais envie. Enfin, si tu veux, je prenais tous les spots EV+, même les spots les plus marginaux. Donc, typiquement, j'avais aucun problème à call 3 barrels à tapis avec une autorace parce que je pensais que l'adversaire overbluffait. Et c'est pas une erreur en soi. Ça va entraîner un win rate extrêmement EV+, ou du moins plus EV+, que mon win rate actuel. Mais le problème en fait, c'est que se mettre dans des spots comme ça, qui sont difficiles à jouer, des spots qui sont pas faciles, des spots où tu as une troisième paire et tu vas pas folder à la turn et tu vas continuer call jusqu'à la river. Voilà, te mettre dans des spots comme ça, euh, même si c'est EV+, le problème c'est qu'ils sont très durs à jouer. Et vu qu'ils sont très durs à jouer et que tu es dans un downswing, et que tu n'es donc pas dans ton meilleur état, on va dire, dans ton meilleur mind game, on n'est pas quand tu es dans un downswing, tu joues rarement en A-game. Hein, tu es plus en B-game, voire en C-game. Et le problème, c'est que du coup, tu te mets dans des spots qui sont difficiles à jouer et qui requièrent donc quasiment d'être en A-game pour prendre la bonne décision. Or, tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Et tu vas finir enfin moi, j'ai fini par faire en fait de gros punts parce qu'en fait j'ai call 3 barrels voilà, avec des autoraces dans des spots où en fait même si l'adversaire overbluffait, il overbluffait mais avec des pockets de paires, donc au final à la river il montrait une paire de 4 en bluff et moi ouais, j'ai recall et j'ai une autorace quoi, donc je me fais niquer. Bref, du coup en fait euh, je me suis mis dans des spots très difficiles à jouer sans vraiment être dans le bon état d'esprit. Et en fait, normalement, quand tu es dans un non-swing, déjà, il faudrait réussir à ne pas changer ton jeu. À partir du moment où ton jeu, ta stratégie est EV+, il ne faut pas changer. Typiquement, pourquoi? Parce que ta stratégie, de base, c'est ta stratégie la plus EV+ possible pour toi. Si ta stratégie n'est pas la plus optimale, c'est que tu fais une erreur quelque part, parce que l'idée, c'est quand même de gagner le plus d'argent, donc d'avoir la meilleure stratégie possible. Donc, ton jeu de base est hyper EV+, et quand tu es en downswing, il faut pas changer ton jeu. Alors, il y a un petit disclaimer, c'est que, on va revenir un petit peu à moi, à mon problème. C'est que déjà, de base, je suis quelqu'un de très calling station. De base, je prends vraiment beaucoup de spots. Vraiment, je prends tous les edges possibles, quasiment tous les edges possibles. Il y a quand même quelques spots de base où voilà, c'est peut-être un peu EV+ ici, mais je vais pas me casser les couilles, je vais folder parce que si je call turn, je vais probablement devoir call river du coup, sur toutes les briques. Est-ce que j'ai envie de call river avec une hauteur as? Voilà, donc de base, mon jeu est déjà très aggro. Euh, et vu que je suis dans un downswing, en fait, il faut reconnaître que ton état d'esprit, ton niveau de jeu est inférieur à celui d'habitude. Donc peut-être changer quand même un peu ton jeu, pour moi en tout cas, être conscient de mes tendances. Mes tendances, c'est je suis trop calling station, je suis trop aggro. Et du coup, se dire, écoute, peut-être que vu que je serai pas en A-game, ça vaut peut-être la peine, ça vaut peut-être le coup de réduire cette agression, de réduire un petit peu cette tendance d'overcalling, puisque quand je suis en A-game, ça se passe bien, mais là, en B-game, en C-game, ça risque de mal se passer. Et donc, j'ai peut-être foldé un tout petit peu plus, tu vois. Peut-être bluffer un tout petit peu moins. Donc là, là où c'est délicat, c'est de ne pas trop en faire, parce qu'évidemment, très facilement,
En plus, quand tu es dans un downswing et moi qui dure un mois, tu pars all-in pré-flop, ton subconscient te dit ah bah tu vas perdre. Et parce qu'en effet, je perds 80% des all-in pré-flop. Donc mon subconscient a raison, même s'il a tort, parce que sur le long terme, évidemment, quand tu pars all-in pré-flop avec les rois, le mec en face, il n'a pas tout le temps perdre as, quoi. Évidemment, quand tu es dans un downswing, il a tendance à avoir perdre as quasiment à chaque fois. Mais voilà, donc il faut éviter de dévier son jeu, ou si on dévie son jeu, il faut le faire de manière intelligente, en fonction de tes tendances, et reconnaître que, voilà, peut-être que vu que mes tendances de base, c'est X et Y, et que je suis en C-game, ou en B-game à cause du downswing, je vais peut-être essayer de réduire comment dire, la magnitude, l'importance, la force, comment dire, le fait que voilà, éviter les spots typiquement où de base c'est déjà pas évident à jouer et là je vais faire de la merde. Donc, donc là je fais mon warm-up et l'objectif de session ça va être vraiment de me concentrer sur ça, sur essayer de jouer solide, éviter les spots borderline. De base, c'est un petit peu le style de jeu que vous êtes censé avoir pour l'instant. On n'est pas en train de, je suis pas en train de vous dire prenez tous les spots, à tant soit peu et plus, allez-y, bourrinez. Non, au contraire, soyez méthodiques, soyez chirurgicaux dans la sélection des spots où vous allez bluffer. De base, ça c'est un truc, on peut en parler maintenant, c'est pas le sujet, mais on peut en parler maintenant. Pourquoi est-ce qu'on bluffe au poker? Pourquoi on bluffe? On bluffe pas parce que l'adversaire overfold, on bluffe pas parce que, de base, pourquoi on bluffe au poker? C'est une question qu'il faut vraiment se poser, je vous invite à mettre en pause et réfléchir. En fait, on bluffe au poker puisque, alors en théorie, mais même en pratique, hein, imaginons qu'on joue contre quelqu'un, un énorme nid qui bluffe jamais. Déjà, ça prend pas beaucoup de temps pour s'en rendre compte à partir du moment où tu es un joueur qui fait un petit peu attention. Et une fois que tu te rends compte que le mec en face ne bluffe jamais, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est simple, tu fold tout sauf les mains qui dominent de la value. Et du coup, le mec en face, le nit, ses nuts vont vraiment pas prendre d'argent, enfin, vont gagner beaucoup moins qu'en théorie. Donc, en théorie, pourquoi est-ce qu'on bluffe? On bluffe pour forcer l'adversaire à coller et donc pour faire en sorte que nos mains en value gagnent de l'argent. Donc, c'est un petit peu cet équilibre, cette balance. C'est un petit peu le bluff et la value vont main dans la main. S'il n'y a jamais de bluff, l'adversaire ne colle jamais, donc les values ne gagnent pas d'argent. Et du coup, les bluffs, ça va être quoi? En théorie, encore une fois, les bluffs, ça va être des mains qui vont bloquer la range de call pour quand même réduire la fréquence à laquelle on se fait call quand on bluffe, parce que quand on bluffe, on n'est pas très content. Et ensuite, quand on a de la value, là, on va pouvoir maximiser notre value, parce que le mec en face, il est obligé de coller, parce qu'il sait qu'on est capable de bluffer. Donc, il est obligé de coller, c'est bluff catcher, etc. Maintenant, quand on est contre des fiches, est-ce que d'après vous, les fiches vont se rendre compte qu'on ne bluffe pas? Non. Donc, est-ce qu'on a besoin de bluffer contre les fiches? Non. Alors maintenant, il y a des spots où on sait que les fiches overfold. Du coup, le bluff est profitable. Donc, allons-y, bluffons gaiement dans ces spots-là, gagnons de l'argent. Mais les autres spots où on ne sait pas si le fiche va overfolder, et donc on ne sait pas si le bluff va être profitable, quel est l'intérêt de bluffer? Aucun. Alors, ton démon intérieur va te dire j'ai envie de gagner cette main, la seule façon de gagner c'est de bluffer, j'ai raté mes draws, machin, il va avoir des bluffs, il va avoir des mains faibles ici, il va avoir des tirages, donc je peux les faire folder, donc voilà, et puis en plus c'est un fiche, il sait pas jouer, donc je suis meilleur que lui, donc vas-y, il faut que je bluffe. Mais en fait non. Je joue en value et ne bluffe que dans les spots qui sont EV+. Alors c'est une stratégie qui est aberramment facile à exploiter pour un bon joueur, parce que si tu joues ça contre un reg, excuse-moi, mais le reg, alors ok, la première semaine, le reg va pas trop se rendre compte que tu bluffes pas, parce qu'il faut quand même un échantillon suffisant. Et c'est un petit peu ça, ce dont on parle à chaque fois, c'est l'échantillonnage. Donc, ouais, ok, t'es à une table full reg, la première session, bluffe jamais, ils vont pas s'en rendre compte. Et puis deuxième session, bluffe jamais, ils vont pas s'en rendre compte. Et puis troisième session, peut-être qu'ils vont commencer un peu à te regarder en mode bon, tu vas pas nous avoir 3 fois d'affilée, on va commencer à foller contre toi. Et donc là, oui, là tu seras obligé d'équilibrer et d'avoir des bluffs.
Et limite, là d'ailleurs, ça c'est de la stratégie, mais limite, là d'ailleurs, ce serait un bon moment pour commencer à overbluffer. Parce que typiquement, si les 3 premières sessions où tu joues contre le même mec, imaginons, hein, c'est un scénario hypothétique, tu joues contre le même mec les 3 premières sessions, tu bluffes jamais, quatrième session, il va toujours folder, et du coup, quatrième session, bah, tu vas commencer à overbluffer. Et du coup, là, il va commencer à s'en rendre compte, et du coup, là, ça va commencer à être un peu compliqué, ça va commencer à avoir un petit peu de je sais que tu sais que je sais que, des trucs comme ça. Bon, puis là, ce sera peut-être le moment d'éviter de se lancer dans des spirales infinies de je pense que tu crois que je sais que non, donc là peut-être que ce serait le moment de se dire bah écoute, je vais bluffer relativement alors on connaît jamais notre fréquence de bluff, hein. Moi tu mets un spot et tu me demandes Brice quelle est ta fréquence de bluff ici, est-ce que tu bluffes 20, 30, 40%? J'en ai aucune idée. C'est très compliqué, il faudrait déjà pour savoir, il faudrait que j'ai clairement dans ma tête la range avec laquelle j'arrive à la river avec donc chaque combo, la fréquence de chaque combo, parce que j'ai pas tous les combos à 100% du temps ici, et ensuite quel combo je bluffe, et ensuite que je compte les combos dans ma tête un par un, et que je compare les combos en value, et qu'ensuite je fasse le rapport, et ensuite je dis, ah ben du coup ici j'ai X% de bluff. Évidemment, personne ne le fait. Personne ne peut faire ça parce que, ben, en fait, juste le cerveau humain n'est pas assez fort. D'où l'intérêt de travailler en dehors des tables avec des solvers pour essayer d'avoir une intuition, un feeling sur quelles sont les mains qui sont censées à commencer à bluffer ici. Et du coup, être capable de ne pas drastiquement overbluff ou drastiquement underbluff, mais tout en sachant que personne ne sera jamais équilibré, puisque pour être équilibré, encore une fois, faut être capable de visualiser dans sa tête parfaitement sa range et savoir quel combo vont bluffer, combien ça fait de combos par rapport au combo de value, etc. Enfin, c'est impossible. C'est impossible. Même en live, si tu peux prendre 15 minutes par décision, même en live, c'est impossible. Franchement. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était encore un petit point sur le bluff. Écoutez, on va faire 3 minutes de Anki et puis je vous laisse avec une vidéo de 15 minutes. Ça me semble bien. Donc ici, c'était en small blind, j'ai 3 bêtes early position. Le flop, j'ai fait un tiers comme on joue à la turn. Bon, celle-ci, elle est compliquée, cette note. En fait, c'est hyper compliqué, ça dépend vraiment du profil. As-Roi peut pas vraiment check-call. D'accord? Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on check et on fold? Ou est-ce qu'on a ça pique trop de check fold à As-Roi ici parce qu'on pense que c'est trop fort. Et du coup, vu qu'on ne peut pas check fold, il faudrait peut-être considérer bluffer. Alors ici, évidemment, ça dépend de l'adversaire. Si c'est un mec aggro en face, je check pour call. Si c'est un mec passif, je check pour fold. Si c'est un mec ni aggro ni passif, ça va être compliqué. Ici, il y a un argument, c'est de dire que quand on check ici, c'est très dur pour l'adversaire d'avoir suffisamment de bluff parce que déjà il a call un 3 bet, premier point. Deuxième point, il a call un c-bet sur ce board. Quand tu calls un c-bet sur ce board, t'as quoi comme poubelle ici? C'est compliqué. Est-ce que t'as quelques rois valets de pique, rois valets de cœur, quelques as valets suités, pareil, mais pas beaucoup en fait. Quelles sont les mains qui ont raté ici, qui vont être tournées en bluff? Il n'a pas 4 et 5 parce qu'il ne colle pas vraiment 4 et 5 pré-flop, il n'ouvre pas vraiment, il ne colle pas vraiment face à un 3 bet. Donc quels sont les bluffs ici pour lui? Il y en a très très peu. Donc ici un argument serait de dire que quand je check ici, ça va être tellement dur pour l'adversaire de trouver assez de bluffs qu'en fait je peux juste checker et du coup confortablement check folder en fait parce que je sais que sa range du coup elle est trop forte. Donc ça c'est une bonne façon de jouer cette main. Et typiquement, si on check et qu'il check, là on peut se dire ah, là il est capé. Et là on va peut-être considérer bluffer à la river. Donc on ferait bet flop, check turn et bet river. Une autre façon d'attaquer ce spot. Alors déjà ici c'est connaître sa range. Donc quand il colle le flop, sa range c'est quoi? C'est des dames. Les dames c'est une petite portion de sa range. Surtout quand on a un as et un roi dans notre main. Alors, les bloqueurs, normalement, ça ne sert à rien, mais en pot 3 bêtes, quand on est face à des ranges très tight, comme ici, hein, parce qu'on a 3 bêtes, un mec early position, donc on 3 bêtes une range très tight, et lui, il colle une range très tight. Donc ici, les bloqueurs sont quand même un peu importants, même si, pour l'instant, c'est mieux de ne pas s'en inquiéter, puisque, en fait, ça va vraiment juste faire swinger, lever un tout petit peu, et donc, voilà, les bloqueurs, en général, on évite d'en parler, surtout quand on commence à attaquer le poker sérieusement, parce qu'en fait, c'est très facile de justifier n'importe quel play avec les bloqueurs, et c'est ce que tout le monde fait. En fait, c'est important, du coup, d'être conscient
de ces tendances. Typiquement, moi, je suis un mec qui overcall, et du coup, si je m'autorise à utiliser les bloqueurs pour coller, alors là, je vais encore plus overcoller, parce que là, du coup, je vais pouvoir me dire, mais là, je bloque le machin, je bloque le bidule, donc je colle. Déjà, de base, j'overcall, donc j'évite. Donc en fait, j'enlève les bloqueurs, moi, de mon staking process, parce que dans les spots où recoller, c'est important. Dans les spots où j'ai recolle, je ne mets pas les bloqueurs de mon staking process, sauf vraiment spot évident où là, il y a 3 cœurs au milieu et j'ai l'as de cœur en main. Enfin, tu as des trucs comme ça. Bon, mais 99% du temps, les bloqueurs, je n'y pense pas parce que je sais que ça va juste me rajouter une raison de call, euh, sachant que je colle déjà trop. Alors ça, c'est dans les spots où on fait face, où on est dans une situation de bluff catch. Évidemment, il y a des spots où on peut bluffer river, et là, alors déjà, j'overbluff. Donc si j'overbluff, pareil, je fais attention à pas trop utiliser les bloqueurs pour bluffer, parce que ça peut encore rajouter des bluffs chez moi. Donc juste en être conscient. Donc ici, en gros, dans ce spot-là, quel est sa range de call? Alors, en proportion, sa range de call, premièrement, c'est principalement des pocket pairs. Ici, il a paire de 8 jusqu'à paire de valet. Et au flop, il colle quasiment tout le temps toutes ces mains-là. Donc ça, c'est la plus grosse partie de sa range. Et je pense que ça représente 80% de sa range. Ou, allez, 70% de sa range. Ensuite, sa range ici, 20% du temps ou 15% du temps, ça va être des dames qu'on bloque. Et ensuite, sa range ici, ça va être les 10% restants, ça va être des mains du style voilà, As-Valet de cœur ou As-Valet de pique ou des trucs comme ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est des mains qui peuvent facilement foller au flop de base. Et qui ne collent pas non plus tout le temps pré-flop, et puis qui peuvent aussi 4 bet pré-flop. Enfin voilà, donc en gros, ces mains, elles ne sont pas à full fréquence. Donc ici, en fonction de l'adversaire, on pourrait dire, vu que ça range ici, c'est principalement des pocket pairs, est-ce que lui, si je 2 barrel, est-ce qu'il est capable de coller ses pocket pairs ici? Ça va dépendre du joueur. Donc évidemment, ça, on peut pas. Il n'y a pas de règle d'or à appliquer pour tout le monde. Mais ici, si c'est un mec un peu passif, ce qui est cool avec As-Roi, c'est qu'on bloque les calls, ça va être les dames, les calls, et on bloque pas les folds. Les folds, ça va être paire de valet, paire de 10, paire de 9. Donc typiquement, en théorie, ici, on préfère bluffer As-Roi que bluffer Roi-Valet, puisque Roi-Valet, on a un valet en main et on bloque paire de valet qui fold. Bon, d'accord. Donc ici, en théorie, déjà, c'est un très bon bluff, et en pratique, en fonction du profil, si c'est un mec un peu passif, straightforward, c'est facile de bluffer ici. Donc ça dépend vraiment des mecs, parce qu'en fait, ici, moi, je vois très bien des mecs qui vont juste pas te croire ici et qui vont call 3 barrels parce qu'ils vont dire t'as beaucoup d'as-roi, t'as beaucoup d'as-valet, t'as beaucoup d'as-10, t'as beaucoup de 3 valets, t'as beaucoup de roi-10, etc. Donc t'as tellement de bluff ici. En gros, quand je 3 barrels ici, je dis que j'ai quoi? Je dis que j'ai as-dame, 2 as et 2 rois. C'est pas beaucoup de combos. Hein. Donc c'est très facile d'overbluffer ici dans mes pompes. Donc il y a beaucoup de mecs ici que je vois call 3 barrels avec paire de 8 qui est censé être break-even. Quand tu mets dans le solver paire de 8, paire de 9, paire de 10, c'est des mains qui sont mixés à la turn et à la river. En gros, c'est des bluff catchers dès la turn et il est obligé de les call parce que sinon, s'il faut 100% de ses bluff catchers, l'adversaire peut juste overbluffer et générer du profit avec ses bluffs. Mais voilà, donc ça dépend du profil. Mais de base, pourquoi est-ce que c'est un bon exemple pour montrer pourquoi est-ce que c'est pas terrible de 3 barrels en pot 3 bêtes. Pourquoi c'est pas overfollé? Parce qu'en fait, une fois que le mec il colle à la turn avec paire de valet, plus souvent que l'opposé, il va pas call paire de valet turn pour foller river. Tu vois. Si à la turn il se dit, écoute, sur ce board il y a rien, il se passe rien, il n'y a pas de straight, il n'y a pas de flush, il y a beaucoup de bluffs l'adversaire. Si je colle paire de valet, si je colle paire de valet à la turn et que la river c'est un 2, je vais pas folder, tu vois. Enfin, c'est donc de base, voilà, on ferait attention ici. En fonction de l'adversaire, on peut barrel ou pas. Voilà, bon, la note, je ne vais pas vous la lire, elle est très longue. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est une bonne note pour moi à regarder parce que c'est un petit peu mes problèmes pour l'instant. Donc, ça, c'est Bibi Biage qui a joué cette main. Il a open. Small 3 bet. Il 4 bet. Alors, on est en NL 200 BB deep. Important. Même plus 250 BB deep. Il open small 3 bet. Easy 4 bet avec paire de dames. Et il se fait snap 5 bêtes. C'est un snap fold. C'est vraiment un easy snap fold. Il n'y a rien à dire. Ici, tu as les rois, tu pleures. Enfin, qu'est-ce que tu fais avec les rois ici? C'est horrible. Tu vas pas foller les rois, on est d'accord. Est-ce que tu vas 5 bêtes jam enfin 6, est-ce que tu vas 6 bêtes les rois
perso, quand tu 6 bêtes ici au flop, l'adversaire va-t-il call avec As-Roi? Va-t-il call avec paire de dames? Je pense pas. Il va peut-être même pas 5 bêtes avec paire de dames. Donc quand tu fais tapis avec paire de roi ici, en fait, qu'est-ce qui te colle à part paire d'as? Ouais, à moins que l'adversaire soit un dégène, on est d'accord. Donc ici, je pense qu'on n'a pas de range de 6 bêtes parce que ça fait aucun sens, puisque encore une fois, paire de roi peut pas faire tapis, paire d'as a tout intérêt à call. Donc ici, on aurait juste call ou fold. D'après moi, en plus, on est en position. Hein. Après, le mec, il prend un sizing tellement ridicule. Enfin, c'est 66 bébés le 5 bet. Quoi. Donc ici, c'est un snap fold. BVB sur ce board, il faut absolument ces bêtes. J'avais raté le c bet, il faut absolument ces bêtes. C'est horrible à défendre ces boards-là. Parce que typiquement, ta range ici, 70% de ta range, c'est rien. Tu peux pas folder 70% de ta range face à un c bet un tiers. Tu es obligé de call 80% de ta range. Donc call 80% de ta range, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, tu dois call 8 et 9 de trèfle. Voilà. Tu dois call 5-7 face à un c bet en position. Enfin, c'est fou. N'importe quel backdoor flush, n'importe quel backdoor straight, n'importe quoi, n'importe quel auteur race, des auteurs rois, c'est difficile. Donc ici, il faut vraiment ces bêtes. Le mec va vraiment, vraiment overfolder. Celle-ci, je crois qu'on avait parlé dans la dernière vidéo. Small blind, 3 bêtes boutons. Quelles sont les stratégies GTO sur les flops? Alors vous faites tout le temps un tiers, moi je ne fais pas tout le temps un tiers. J'ai du 2 tiers sur les boards pairés en dessous de 10. Enfin, même tous les boards pairés, on peut faire 2 tiers ou demi pour reine, c'est pareil. Les boards, une mid-card de style 17-2, donc une mid-card plus 2 cartes déconnectées, valet, enfin 8-9-3. Même un Broadway avec 2 cartes déconnectées de style dame 7-2, on peut faire du 2 tiers range. Enfin, non pas range, mais on peut faire 2 tiers ou check. Board terrasse, on fait pas mal de check. As plus 2 mid-card connectées, c'est pur check. De style As 7-8, c'est pur check. Board monotone, c'est pur check. Pur check sur 3 cartes connectées. Qu'est-ce qu'on fait sur Valet 19? Valet 19, en théorie, je pense que c'est même. Mais bon, ça c'est en théorie. Dans la vraie vie, je pense qu'il faut faire très attention. Bon, voilà, ça fait 22 minutes au lieu de 15. Donc, je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne chance au table. À plus.